Nouvelle balade chez nos amis mexicains aujourd'hui. Et cette fois, je veux vous parler d'un mot, ou plutôt d'une organisation, le cartel. Qu'est-ce que c'est un cartel? D'où ça vient? Et est-ce que ça a toujours voulu dire la même chose? Pour commencer, le cartel, à l'origine, c'est un bout de papier, plus exactement une affiche de taille plutôt carrée. En gros, elle définit un cadre. Un accord cadre, j'ai envie de dire, et finalement, à partir du 19e et même plus fréquemment du 20e siècle, on parle de cartel en économie quand on parle d'un groupe de personnes ou d'intérêts qui fondent une alliance pour imposer leur prix sur telle ou telle marchandise. Par exemple, l'alliance des pays producteurs de pétrole, l'OPEP, met tout le monde à l'amende dans les années 70 en disant le pétrole sera désormais à un prix fixe et c'est nous, les producteurs, qui allons fixer ce prix. Donc c'est pas du tout une invention mexicaine ou colombienne. En fait, les premiers à parler de cartel pour parler du crime, ce sont les Américains. Ils l'utilisent la première fois pour décrire les trafiquants mexicains dans les années 70 et établir une sorte de parallèle ou de comparaison avec ce que font les pays arabes avec le pétrole. Le but est de montrer que les Mexicains essayent d'avoir le monopole sur la dope et de contrôler le prix, un peu comme le font les mecs du cartel pétrolier de l'OPEP dans les mêmes années. Le terme de cartel a ensuite été utilisé pour décrire l'organisation de Pablo Escobar dans les années 80, puis encore pour décrire le cartel de la cocaïne, celui de Guadalajara dans les années 80 également. Maintenant, à cette époque, tout n'était pas très précis. Finalement, Escobar ou Guadalajara ne contrôlent pas vraiment les prix, il n'y a pas vraiment de hiérarchie définie dans ces structures et au sein des différents groupes que les Américains appelaient alors les cartels. Mais au cours des années 90, ça prend véritablement forme. Les groupes criminels mexicains adoptent enfin ce mot et commencent à dire « nous sommes des cartels ». Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils commencent vraiment à contrôler un territoire. Et pour contrôler ce territoire, ils détruisent tous les autres trafiquants ou les autres criminels qui s'y trouvent. En gros, le cartel règne sans partage sur son territoire, il y fixe les règles et établit ainsi son monopole. Finalement, le terme cartel est aujourd'hui très utile pour décrire les entreprises criminelles qui fonctionnent comme des États, en contrôlant tout sur leur territoire. Et donc si on réfléchit, on peut dire que les cartels contrôlent de fait des pans entiers du Mexique. Et un bon exemple de ça, pour comprendre en fait la modification et comment on devient un cartel, c'est le terrible groupe des Zetas, des militaires devenus miliciens, devenus gangs, puis cartels parmi les plus craints du Mexique. Connaissez-vous l'histoire de Los Zetas? Los Zetas, c'est une milice née à la fin des années 90. Le cartel le plus sanglant du Mexique. Une organisation de 100 000 paramilitaires et ex-militaires. Pour le gouvernement des États-Unis, ils sont l'organisation la plus à la pointe de la technologie, la plus sophistiquée, la plus puissante, la plus violente et dangereuse agissant au Mexique. Entre terrorisme, trafic de drogue, d'êtres humains, meurtre, torture et cybercriminalité, retour sur l'histoire d'un gang parmi les plus médiatisés qui n'hésite pas à publier sur les réseaux sociaux des vidéos de ses exécutions les plus macabres les unes que les autres et qui terrorise le Mexique depuis plus de 10 ans. Los Zetas est le fruit d'une alliance entre Arturo Guzmán de Sena, dit Z1, et Osiel Cárdenas Guillem, dit El Mata Amigos. Le premier déserte l'armée mexicaine en 1997, dégoûté par les mauvaises conditions de travail et le trop maigre salaire. Il a été fantassin pendant 5 ans, formé par l'armée israélienne et expert en combat. Il emmène avec lui des membres du 70e bataillon d'infanterie, du 15e régiment de cavalerie motorisée et des fusiliers parachutistes. En fait, tous sont d'anciens soldats formés aux méthodes américaines dites de contre-insurrection. En gros, torture, manipulation, trafic en tout genre, formation aux méthodes les plus dures de la CIA. Lâché dans la nature et libre de toute direction, ce corps armé, aux dents aiguisées, croise alors la route d'El Mata Amigos, le chef du cartel du Golfe. À cette époque, El Mata Amigos, en français le tueur d'amis, vient juste d'arriver à la tête de son cartel. Il a profité de l'arrestation de Juan García Abrego, l'ancien chef du cartel, pour prendre le pouvoir. Il s'institue lui-même leader en assassinant son concurrent et ami, Salvador Gómez, ce qui lui vaut son terrible alias. Seulement, El Mata Amigos peine à asseoir son autorité.
pour se protéger des cartels de la drogue rivaux et de l'armée mexicaine, il décide de créer son propre corps d'armée. Le but, faire du cartel du Golfe l'organisation la plus puissante du Mexique. Séduit par le parcours et le talent de Guzmán de Sena, alias Z1, il lui propose de prendre la tête de sa branche paramilitaire. Z1 se montre redoutablement efficace. Grâce au salaire beaucoup plus élevé que ceux de l'armée mexicaine, il arrive à démobiliser sans cesse de nouvelles recrues et à faire grossir l'armée personnelle du cartel du Golfe. Le nom de l'organisation est lié au code radio utilisé à l'époque dans lesquels la lettre Z avait plusieurs significations. L'une d'elles était la couleur de l'uniforme qu'il portait en tant que corps d'élite, Blood Zeta. De Sena se fait appeler Z1 et ses soldats sont les Zetas. Los Zetas est né. Son noyau dur est composé d'une quarantaine d'anciens militaires. Les Zetas amènent une nouvelle ère dans le trafic de drogue au Mexique. Mais El Mata Amigos ne s'aperçoit pas tout de suite qu'il a créé ce qui allait devenir un cartel à part entière. L'émergence de ce groupe pose également un nouveau défi. Les éléments les plus compétents des forces armées ne sont plus seulement incapables de contenir l'expansion du trafic de drogue, ils sont maintenant corruptibles et susceptibles de passer de l'autre côté. Pour consolider sa position, El Mata Amigos envoie Los Zetas éradiquer Los Chachos, un groupe de trafiquants de drogue sous les ordres du cartel Milenio. Sous les ordres d'El Chacho, un ancien allié, le groupe contestait leur contrôle des couloirs de drogue du Tamaulipas. Une trahison qui lui fut fatale. Après le succès de cette première mission, Los Zetas prennent de plus en plus d'importance au sein du cartel. Peu à peu, ils organisent des enlèvements, imposent des taxes, supervisent des activités d'extorsion et de trafic de cocaïne. Ils multiplient les exécutions de manière particulièrement sauvage et n'hésitent pas à se filmer. Devant la montée en puissance du cartel du Golfe, son rival, le cartel de Sinaloa, fonde son propre bras armé, Los Negros. Le groupe se calque sur le fonctionnement des Zetas et s'en prend aussitôt à leurs rivaux. En 2002, suite à une confrontation entre Los Negros et Los Zetas, à Matamoros, Z1 est tué. Herberito Lascano, Z3, prend alors la tête de Los Zetas. C'est le début du règne de la terreur. Z3 a un tueur à gages favori, Miguel Ángel Treviño Morales, dit Z40. Grâce à sa réputation de tueur impitoyable, il gravit rapidement les échelons de l'organisation. Alfredo Corchado, journaliste au Dallas Morning News, affirme que Z40 mordait le cœur de ses victimes, encore vivantes, soi-disant pour se rendre invincible. Il recrutait également ses tueurs à gages en les forçant à tirer sur une personne au hasard. Avec ce duo terrible, la dynamique du groupe change très vite. Après l'arrestation du chef du cartel du Golfe, Osiel Cárdenas Guillem, en 2003 et son extradition en 2007, le groupe commence à se dissocier du cartel. Son influence grandit au point que Los Zetas est considéré comme un synonyme du cartel du Golfe. Entre 2001 et 2008, l'organisation du cartel du Golfe et Los Zetas a été collectivement connue comme la Compañía. En 2010, Los Zetas est établi dans 405 municipalités du Mexique. L'organisation décide alors de se séparer du cartel du Golfe. Los Zetas, maintenant complètement indépendant, a le champ libre pour devenir son propre cartel. La séparation entame une guerre qui a touché tout l'état de Tamaulipas et entraîne une augmentation soudaine de la violence et de l'insécurité dans la région. Le climat hostile a contraint de nombreuses personnes à se déplacer. Au départ formé d'anciennes élites militaires du Grupo Aeromóvil de Fuerza Especial, du Grupo Anfibio de Fuerza Especial et de la Brigada de Fusileros Paracaidista, la concurrence fait reconsidérer le recrutement au sein des Zetas.
En raison des coups portés par les autorités et les cartels rivaux, il commence à ouvrir l'accès à des personnes sans formation militaire et celles ayant des liens avec d'autres organisations criminelles internationales. La première zone d'influence du groupe est donc le Tamaulipas, mais rapidement, il étend ses activités à Nuevo León et à Coahuila pour atteindre puis gangréner une grande partie du Mexique. Insatiable, Los Zetas s'implantent également aux États-Unis, au Guatemala, dans le Honduras, au Costa Rica et pousse jusqu'en Europe et en Asie. Sa présence à l'international est si forte qu'en 2014, l'administration américaine de Barack Obama décrit Los Zetas comme une menace mondiale. Les médias le désignent comme un rival de la Cosa Nostra en Italie, des Yakuza au Japon et du Cercle des Frères en Russie. En 2016, Los Zetas sont accusés de crimes contre l'humanité au Mexique. Los Zetas ne pardonnent pas à ceux qui refusent de rejoindre leur rang. À titre d'exemple, entre le 22 et le 23 août 2010, ils assassinent 72 migrants latino-américains à San Fernando, dans le Tamaulipas, parce que certains avaient refusé d'être recrutés par le cartel. Le deuxième massacre de San Fernando est un meurtre collectif de 193 personnes qui ont été retrouvées dans des fosses clandestines. Les 59 premiers corps ont été découverts le 1er avril 2011 par le bureau du procureur général de Tamaulipas. Parmi les horreurs commises par Los Zetas, le massacre de Casino Royale a particulièrement marqué les esprits. En août 2011, les propriétaires du Casino Royal de la ville de Monterrey, capitale de l'État de Nuevo León, refusent de payer leur redevance mensuelle de 130 000 pesos aux Zetas. En réponse, ces derniers mettent le feu au bâtiment, faisant 52 morts. Les médias mexicains qualifient cet attentat de pire attaque de l'histoire du Mexique moderne. La réponse du gouvernement ne se fera pas attendre, mais les Zetas, sûrs de leur force, ont répondu de la même manière, par la violence. Même si le coup du renforcement de leur notoriété est passé par une série de provocations qui se sont finalement avérées préjudiciables à l'organisation, puisqu'elles ont déclenché une chasse à l'homme contre eux. Les Zetas sont traqués. La mort de Z3 lors d'une confrontation avec la marine en octobre 2012 et l'arrestation de Z40 les fragilisent durablement. Nombre d'entre eux sont également arrêtés pendant cette période. Z42, Treviño Morales prend alors le contrôle. Mais d'autres, parmi les premiers Z, commencent à sortir de prison quelques mois plus tard. Parmi eux, Z12 et Bravo Uno. Proches de feu Z1, ils veulent reprendre la tête du cartel et soumettre la famille Treviño Morales. L'arrestation de Z42 en 2015 cristallise les tensions. Cette opposition divise Los Zetas en deux. La Vieja Escuela d'un côté et le cartel du Nord-Est de l'autre. En mars 2016, Grupo Bravo et Los Zetas Vieja Escuela forment une alliance avec le cartel du Golfe contre le cartel du Nord-Est. Ils se font la guerre jusqu'à la capture des chefs de la Vieja Escuela et du Nord-Est. Peu à peu, l'influence des Zetas diminue, minée par cette guerre interne, jusqu'à ce qu'elle n'arrive plus à contrôler le Tamaulipas du tout. À leur apogée, Los Zetas ont opéré dans au moins 22 des 32 États du Mexique. Ils étaient présents aux États-Unis, au Guatemala, au Honduras, au Costa Rica et en Amérique du Sud, jusqu'en Europe ou en Asie. Mais aujourd'hui, tous leurs fondateurs sont soit morts, soit en prison. Le séjour des Zetas sur la scène du trafic de drogue mexicain aura été bref, une vingtaine d'années seulement. Si les experts en sécurité s'accordent à dire qu'il ne reste d'eux que le cartel du Nord-Est et qu'il se cantonne à l'état du Tamaulipas, l'héritage laissé par Los Zetas au Mexique leur a valu la réputation du groupe criminel le plus violent dans l'une des nations les plus sanguinaires et les plus troublées du monde.
Maintenant, une autre question, ce serait de savoir qui dirige aujourd'hui les cartels. Est-ce qu'il y en a un plus gros que tous les autres? Qui sont les plus importants? On va dire que grosso modo, le plus gros cartel aujourd'hui, ce serait l'historique cartel de Sinaloa. On peut penser qu'entre Chapo Guzman, El Mayo Zambada et les membres de leur famille, on a les poids lourds du trafic mexicain aujourd'hui. Mais en fait, on assiste ces derniers temps aussi à l'émergence de nombreux petits cartels et de réseaux plus restreints. Par exemple, le plus important d'entre eux est celui de Jalisco Nueva Generación, qui constitue en fait le contrepoint des Sinaloans. Le deuxième plus grand cartel qui s'est spécialisé dans la méthamphétamine avant de s'orienter vers le transport de toutes les autres formes de drogues synthétiques comme le fentanyl, l'héroïne, tout ça vers les États-Unis. Il existe aussi un autre groupe appelé Los Out of Deals, dirigé par une famille dans l'Est de Guerrero. Cette famille semble également avoir un sénateur au Sénat local. Il s'agit donc en quelque sorte de groupes criminels mais aussi politiques très forts et très implantés sur leur territoire. Un autre groupe très populaire sous le nom de Los Taliban opère à Zacatecas. En fait, aujourd'hui les groupes se font et se défont à une telle vitesse que l'image du jefe de los jefes de l'époque de Gallardo s'atténue de plus en plus. Et je vais vous raconter justement l'histoire de l'un de ces nouveaux groupes devenus très puissants, le fameux groupe de Jalisco Nueva Generación. Connaissez-vous le cartel de Jalisco Nueva Generación? Le cartel de Jalisco Nueva Generación, c'est un des 5 groupes criminels les plus dangereux du monde. Le seul cartel en mesure de rivaliser avec celui de Sinaloa. Le cartel le mieux armé du Mexique. Retour sur l'histoire du plus sanglant des cartels mexicains. Des torses mutilés, jetés dans la rue, des corps décapités et accrochés sur des ponts, des hommes lourdement armés qui défilent dans les villes. Au mur, le même tag qui revient. Près des corps, des cartes de visite ensanglantées. Sur les lèvres tremblantes des Mexicains, 4 lettres. CJNG. Ce sigle désigne le cartel le plus craint et le plus violent du Mexique aujourd'hui. Le cartel Jalisco Nueva Generación. Tellement féroce qu'il est la cible numéro 1 de la DEA, la Drug Enforcement Administration américaine. Il s'est fait une place de choix dans le top 5 des groupes criminels les plus dangereux du monde. El Chapo, le Sinaloan, est sous les barreaux depuis 2016. Son ancien allié, El Mayo, se fait discret maintenant qu'il a un empire très stable et une armée de loyaux soldats prêts à le défendre envers et contre tout. La scène du narcotrafic mexicain semble se dégager peu à peu pour faire place à de nouveaux barons, prêts à tout pour dominer le marché de la drogue. Parmi eux, Nemesio Segura Cervantes dit El Mencho, à la tête du cartel le plus redouté du Mexique, le CJNG. Il est, après Rafael Caro Quintero, El Narco de Narcos, le deuxième homme le plus recherché au Mexique et aux États-Unis. Pour comprendre les origines du CJNG, il faut retracer l'histoire de son fondateur. Nemesio Segura Cervantes dit El Mencho est né le 17 juillet 1966 à Naranjo de Chila, une ville du sud-est du Michoacán, dans une famille de cultivateurs d'avocats. Il a 5 frères et sœurs. Sa vie scolaire s'arrête assez tôt, à l'école primaire, car le gamin va travailler dans les champs d'avocats de la famille Valencia. Mais auprès d'eux, il va faire un tout autre apprentissage. Car la famille Valencia, derrière le commerce de l'avocat, cache un trafic énorme de marijuana. D'abord connue sous le nom de cartel de l'avocat, la famille s'agrandit peu à peu pour devenir le cartel du millénaire. Fort de leurs enseignements, El Mencho décide d'émigrer au nord de la Californie, aux États-Unis en 1986. Il a 20 ans et bien des plans en tête. Son objectif, s'enrichir grâce à la drogue. Très vite, on le retrouve impliqué dans un gang de trafiquants d'héroïne et de méthamphétamine. Il se constitue d'abord un réseau de clients en tant que dealer, mais est arrêté peu de temps après son arrivée sur le sol américain. Lui et son frère, Oseguera, ont vendu de l'héroïne à 2 policiers en civil. Une erreur qui les expulse du territoire et les envoie en prison fédérale en 1992. À sa sortie de prison,
En 1997, il décide de rejoindre la police municipale de Tomatlán, à Jalisco. Cependant, il finit par quitter cette même police pour poursuivre ses activités de trafic de drogue et rejoindre le cartel Milenio dirigé par Oscar Orlando Nava Valencia, dit El Lobo. Comme quoi, et comme d'habitude, au Mexique, la frontière entre la police et le narcotrafic est particulièrement fine. Là, il se lie avec les frères d'El Lobo. Avec eux, El Mencho est rapidement formé au commerce de la drogue. Il devient leur conseiller en sécurité. Son expérience du sol américain lui permet également de devenir un acteur stratégique dans le trafic de drogue synthétique vers les États-Unis. Il travaille quelque temps dans les réseaux de tueurs à gages du frère Armando Valencia Cornelio dit El Maradona, puis très vite, son appétit pour la violence et ses dons commerciaux sont remarqués. Il est invité à rejoindre une branche du cartel, alliée à la grosse tête du cartel de Sinaloa, Ignacio Coronel Villarreal, dit El Nacho Coronel. En 2010, la mort d'El Nacho et la capture d'El Logo, le cartel du Milenio se scinde en deux, Los Torcidos et la Resistencia. Très vite, une bataille pour le contrôle du trafic de drogue à Jalisco éclate. El Mencho prend la tête de Los Torcidos et rebaptise son cartel en cartel de Jalisco Nueva Generación. Sous son commandement, le CJNG s'étend et consolide son contrôle sur le trafic de drogue à Jalisco et dans les États voisins. Il ne recule pas devant des confrontations violentes avec les cartels rivaux Los Zetas ou encore les Chevaliers du Temple. En août 2012, El Mencho échappe à une opération menée par les forces de sécurité mexicaines contre le CJNG à Guadalajara. Pour retarder la police et donner le temps à ses membres importants de fuir, le cartel forme des dizaines de barricades et met le feu à des véhicules sur les principales routes de la ville. Le pouvoir, toujours croissant du CJNG, et l'escalade dans la violence de ses tactiques amènent les forces de sécurité à accorder une plus grande attention au groupe et à exercer une plus grande pression sur lui. Mais cela ne fait pas reculer El Mencho. Au contraire, il redouble d'agressivité, comme pour punir les forces de l'ordre et défier son autorité. On attribue au CJNG l'assassinat de plusieurs hommes politiques mexicains, dont le meurtre du secrétaire au tourisme de Jalisco, Jesús Gallego Alvarez, à cause d'une collaboration hypothétique avec les Chevaliers du Temple. On lui attribue également l'assassinat du député Gabriel Gómez Michel en septembre 2014. Jalisco Nueva Generación est présent dans au moins 28 États mexicains dont Mexico, bien que sa base d'opération se situe à Jalisco et Colima. Pour acheminer ses drogues, le cartel utilise les routes du Pacifique. Il importe sa cocaïne de Colombie et son fentanyl de Chine. Il passe notamment par le port de Manzanillo, dans l'état de Colima. Il a des contacts en Colombie, au Pérou et en Bolivie, ainsi qu'en Amérique centrale et aux États-Unis. La famille Valencia a été déterminante dans l'ascension de Jalisco Nueva Generación. Le mariage d'El Mencho avec Rosalinda Valencia lui a permis de forger des alliances cruciales. L'une des plus importantes, celle avec Los Queenies, un clan familial dirigé par Abigail González Valencia. Los Queenies ont monté des opérations dans toute l'Amérique latine pour aider à blanchir les profits colossaux du CJNG, notamment en Argentine et en Uruguay. Cependant, depuis leur inculpation par les États-Unis en 2015, la plupart des membres de la famille González Valencia ont été arrêtés. Los Queenies a été démantelé et leur plan financier absorbé par CJNG. Mais à mesure que Jalisco Nueva Generación étend son contrôle sur une grande partie du paysage criminel mexicain, sa liste d'ennemis s'allonge. Ses ennemis originels sont les cartels de Zetas et les Templiers, avec qui commence une série de guerres impliquant Jalisco Nueva Generación dans le Michoacán. Mais les Zetas et les Templiers sont vite dépassés par leur plus grand rival, le cartel de Sinaloa. Si Jalisco et Sinaloa étaient auparavant alliés,
L'arrestation en 2014 d'El Menchito, le fils d'El Mencho, fracture l'alliance. Le CJNG accuse le Sinaloa d'en être à l'origine et devient alors un rival si puissant qu'il est, d'après les experts, le seul capable de contester la domination du cartel de Sinaloa. Les deux organisations se disputent le contrôle des routes du trafic de cocaïne et de fentanyl dans tout le Mexique. Les batailles entre les deux cartels font des centaines de morts et des nouvelles poches de violence éclatent régulièrement. En 2021 et 2022, l'État central de Zacatecas devient le dernier épicentre de la violence entre le cartel de Sinaloa et le Jalisco Nueva Generación, où tous deux veulent étendre leur commerce. Les deux cartels s'affrontent aussi régulièrement sur la Riviera Maya, la côte caribéenne, où le trafic de drogue et l'extorsion de l'industrie touristique sont en hausse. Mais la liste d'ennemis ne s'arrête pas là. Jalisco Nueva Generación est aussi en guerre de territoire avec le cartel del Nordeste à Tamaulipas et le cartel Santa Rosa de Lima à Guanajuato. Dans le sud-ouest du pays, l'état de Michoacán est aussi source de conflits. La cause, le port de Lázaro Cárdenas, zone cruciale pour la production et le trafic de drogue. Cette zone, bien que cible de choix pour le CJNG, lui résiste encore et toujours. Des groupes locaux armés bien organisés et bien implantés sont en effet déterminés à maintenir leur contrôle sur la zone. Une coalition de gangs criminels, Los Carteles Unidos, mène la résistance. La guerre est loin d'être terminée et un vainqueur semble difficile à trouver. Certaines parties de l'État, comme la municipalité d'Aguililla, sont bloquées. Des milliers de personnes sont obligées de fuir les combats et les autorités mexicaines envoient périodiquement leurs forces pour reprendre un semblant de contrôle. Outre l'aspect stratégique du territoire, le conflit du Michoacán a un accent très personnel pour El Mencho. Il y est né, d'une part, et d'autre part, c'est un règlement de compte avec l'un des chefs du CU. En effet, le chef du cartel du Tepalcatepec, Juan José Farias Alvarez, dit El Abuelo, est un de ses anciens alliés. En quittant Jalisco Nueva Generación pour créer son propre cartel, il a déclenché une guerre intestine. Mais grâce à sa domination imposante sur le narcotrafic mexicain, le CJNG est peut-être l'organisation la plus importante du Mexique aujourd'hui. Ses caisses sont également gonflées par les trafics de cigarettes, d'êtres humains, l'extorsion criminelle ou encore la production d'avocats. En moins de 20 ans, Jalisco Nueva Generación arriverait à se hisser encore plus haut que son rival du Sinaloa. Son influence est telle qu'il arrive à toucher 28 des 32 États du Mexique, les villes américaines de New York, Los Angeles, Chicago, Atlanta ou Houston. Mais surtout, il est présent sur les 6 continents. Et personne ne semble à l'abri de son emprise. Cependant, bien qu'il n'a de cesse de gagner en puissance, son hégémonie est menacée par des rumeurs sur la mort d'El Mencho. Début 2022, Los Mezcales, une faction dissidente de Jalisco Nueva Generación à Colima, a annoncé qu'elle mettait fin à son allégeance au cartel. Le gouvernement mexicain a enquêté sur les rumeurs de la mort d'El Mencho mais ne semble pas trouver d'informations convaincantes. Une autre rumeur propagée par des ennemis du CJNG dans les narcomantas affirme qu'El Mencho serait mort d'une insuffisance rénale dans un hôpital de Guadalajara. Mais tout cela resterait à l'état de rumeur. Comme il n'a été vu en compagnie de personne récemment, les rumeurs gagnent en force. En février 2022, divers articles de presse mexicains indiquent qu'El Mencho aurait été tué lors d'un affrontement entre Jalisco Nueva Generación et certains de ses rivaux. Mais son nom et sa photo sont fréquemment utilisés par les membres de CJNG dans tout le pays. Si elle se confirmait, la mort du leader historique du CJNG pourrait amorcer un processus de fragmentation, à moins qu'un chef, encore plus sanguinaire qu'El Mencho, prenne le pouvoir.